On va passer maintenant à un autre atelier, pardon, je vais y arriver, avec Monsieur Gauthier qui va se présenter déjà et puis qui va vous présenter Reconnaissance et sens. Comment est-ce qu'on se remet en question pour exercer sereinement? Cette conférence table ronde sera modérée par Madame Cécile Augor, qui est directrice de l'IFSO de Landerneau, donc on joue à domicile, et puis 2 collègues aides-soignants qui vont se présenter et qui expliqueront leur pratique et comment eux, au sein de leur pratique, retrouvent du sens pour exercer sereinement. Je vous remercie de les applaudir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours très difficile de passer après Nathalie. À chaque fois, moi, j'ai l'impression d'être très fade quand je parle après Nathalie. Donc il va me falloir un petit temps de chauffe. Peut-être je vous propose de vous présenter finalement avant qu'on rentre dans le vif du sujet, puisqu'on s'est mis d'accord, hein, vous et moi, sur le fait que vous pouvez tout à fait m'interrompre pendant la présentation pour que ça soit plus interactif si des choses vous choquent et positivement et négativement. J'espère un petit peu plus positivement. Je vous laisse peut-être la parole. Donc moi, je suis Cécile Augor, je suis la directrice de l'IFAS de Landerneau et de Plébin pour l'IFSO. Je suis cadre de santé depuis 18 ans cette année. Et, oui, Johan. Ouais. Ça veut dire que j'ai pas 30 ans, c'est ça. Et puis infirmière depuis bientôt 30 ans. Bon, bref, reconnaissance et sens. Ouais, moi, on en discutait un petit peu. Moi, ma plus longue expérience, ma plus belle expérience, c'est quand je travaillais en soins palliatifs. Voilà, quand je travaillais en binôme, quand je travaillais avec des collègues aides-soignants, avec des médecins, des psychologues. Et ça fait... voilà, je pense... Enfin, moi, j'y vois beaucoup. Alors après, quand on s'est rencontrés avec Nathalie, Nathalie m'a dit, moi, je ne connais pas d'aide-soignante dans le coin, il faut m'en trouver 2. J'ai dit, j'ai ce qu'il faut en stock, on en forme plus d'une 50aine par an. Bon, voilà. Donc, j'ai appelé Yvon qui m'a dit, OK, tout de suite. Et puis, j'ai appelé Virginie. Et puis, on commence à se connaître un petit peu. Donc, Virginie, salut, c'est Cécile. Comment tu vas? Et puis là, Virginie me dit, oh là là, là, je viens de finir une période de planning hyper chargée où on a une forte intensité de jours de travail. Et puis, on a des résidents qui sont pas faciles. Et elle termine sa phrase avec un grand sourire. Là, elle le fait pas parce qu'elle est très stressée, mais vous allez voir qu'à la fin, elle va vous faire un grand sourire. Et le sourire au téléphone. Et elle me dit, mais... t'inquiète pas, j'aime toujours ce que je fais. Voilà. Donc je me suis dit, moi je suis tombée sur la bonne personne. Donc voilà, je vous laisse vous présenter, peut-être Yvon. Alors bonjour tout le monde, rebonjour. Yvon Prigent, aide-soignant. Moi je suis un dinosaure depuis 1995. Pourtant, je suis né en 1977, donc voilà, j'ai commencé très tôt. Je faisais partie de cette génération où on commençait très tôt dans le métier. J'avais 18 ans. Moi, j'ai fait ma formation à Paris, à l'hôpital Saint-Joseph, dans le 14e arrondissement. Et ensuite, je suis revenu ici pendant la formation. J'ai vu que j'adorais la personne âgée. J'étais beaucoup plus tourné vers là ou vers les enfants. Et donc, j'ai vraiment voulu chercher du boulot dans le coin là-dessus. J'ai trouvé en soins à domicile. J'ai commencé ma carrière en soins à domicile à Landivisiau. Et ensuite, j'ai dû faire mon service militaire. Donc là, j'ai dû rechanger de travail. Et je suis revenu sur Landivisiau de retour. Et là, je travaille dans la même EHPAD depuis 25 ans, dans le même service. Et donc à l'EHPAD de la Nouchaine, Fondation Ildis. Et donc moi j'ai connu les EHPAD où l'entretien des locaux était beaucoup plus important que le prendre soin des gens et le soin personnalisé. Et donc moi je suis fier maintenant d'être aide-soignant où on commence vraiment à se dire le plus important c'est la personne âgée, c'est le résident et non pas les locaux.
Et par contre, il y avait un point qui m'embêtait un petit peu dans l'EHPAD, c'était la prise en charge des mourants, en fait, hein, des personnes en fin de vie, où souvent on les laissait aller à l'hôpital et mourir à l'hôpital. Et c'est pour ça qu'en 2011, j'ai fait le choix de me former. J'ai un DU de soins palliatifs depuis 2011. Et ce DU-là me permet, depuis 2014, d'intervenir dans l'IFAS de Landerneau pour former les futurs aides-soignants aux soins palliatifs et initier les futurs aides-soignants aux soins palliatifs. Voilà. Bonjour, moi je suis Virginie Demey. Alors moi, oui, je ne suis pas toute jeune, mais je suis toute jeune diplômée. Voilà. Après 17 ans en tant qu'auxiliaire de vie à domicile, j'ai fait le choix de faire une formation d'assistant de soins en gérontologie, parce qu'effectivement à domicile on rencontre de plus en plus de problèmes avec des maladies neurodégénératives. Et comme on est seul sur le terrain et quand on ne connaît pas le travail, ben, c'est pas simple. Donc j'avais demandé cette formation. Suite à ça, le service pour lequel je travaillais, enfin, j'étais agent territorial, le CCAS, donc, dans lequel il y avait un SIAD et un SAD, a fermé. Enfin, le CCAS est resté, hein, c'est une entité, mais le SIAD et le SAD ont fermé. Et moi, j'ai fait le choix de rester agent territorial. Donc, pour ce faire, comme ça faisait 6 ans que je demandais la formation d'aide-soignante et qu'on me l'a refusée à cause des budgets, je suis allée voir directement le centre de gestion du Finistère qui m'a tout de suite accompagnée à la formation. Donc j'ai fait ma formation à l'IFSO et voilà, je suis diplômée donc depuis 2 ans. Mais je pratique depuis 4 ans à l'EHPAD du Fou. Voilà. Et lorsque je suis arrivée, il parlait de mettre en place une unité de soins fermée Alzheimer. Et comme j'étais ASG, ils m'ont proposé le poste. Et voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Donc ça fait 1 an et demi maintenant que je suis en unité. Voilà. Pour le coup, donc, moi je m'appelle Arnaud Gauthier, je suis cadre supérieur de santé. Je suis cadre supérieur de santé au sein du centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes, et donc qui est un centre hospitalier spécialisé. Je travaille actuellement en psychiatrie, mais j'ai la chance, la richesse finalement d'avoir travaillé et en psychiatrie et en MCO, médecine, chirurgie, obstétrique. Et quand j'ai travaillé en MCO, je travaillais dans les hôpitaux Bichat et Saint-Louis à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, au cours de cette intervention, il y aura des références qui seront des références médecine, chirurgie, obstétrique, et puis il y aura des références à la psychiatrie. On fera aussi un petit détour par les soins palliatifs, puisque je considère, et je ne savais pas que vous travailliez en soins palliatifs, je considère que les équipes de soins palliatifs sont des équipes modèles en termes de sens et de reconnaissance par le collectif. Alors l'idée, c'est de commencer par une introduction où on va parler, et surtout on va différencier les notions de motivation et d'implication. Il me semble important qu'on se mette d'accord là-dessus dès le départ. On va parler beaucoup d'implication et pas de motivation. Pourquoi ? Puisque la motivation, à mon sens, et moi, clairement, vous pouvez tout à fait m'interrompre et m'expliquer le contraire. L'idée, c'est de faire un cheminement finalement collectif ce soir. La notion d'implication, elle est plus intéressante puisqu'elle convoque le sens. Elle convoque finalement la direction de l'action, contrairement à la motivation, qui est une notion qui est beaucoup moins intéressante, puisque la motivation, finalement, elle donne l'impulsion. Elle se joue sur du temps court. L'implication, c'est sur du temps long. Et l'implication des professionnels de santé, pour moi, c'est aujourd'hui un sujet absolument incontournable pour les ressources humaines et le management en santé. C'est vraiment le cœur de l'action, l'implication. Je considère qu'elle concerne la manière dont l'aide-soignant va se projeter, s'identifier dans son travail et dans son lieu de travail. Avant de prendre la parole, on a échangé tous les 4 et on disait que clairement, on ne choisit pas un hôpital par hasard, on ne choisit pas une spécialité par hasard. Il faut que cet hôpital,
peu importe la structure, que ce soit une grande structure ou une petite structure, soit en accord finalement avec vos valeurs. Il faut que ça fasse sens. Et la spécialité, c'est un petit peu la même chose. Et donc, voilà, clairement, cette notion d'implication, elle convoque tout ça. L'implication professionnelle des aides-soignants, elle ne peut pas être dissociée du contexte social. Ça, c'est une certitude. Et finalement, on en a parlé aussi tout à l'heure, la crise sanitaire a vraiment mis à rude épreuve notre système de santé et a renforcé des questionnements soignants qui étaient déjà très légitimes, en lien avec le contexte qu'on connaît tous. Mais voilà, on s'est tous posé des questions. À quoi sert-on? Quel est notre rôle? Faut-il continuer dans ces conditions? Puisqu'on sait très bien que les conditions de travail à l'hôpital ou dans d'autres structures, que ce soit sanitaire ou médico-social, même en ville, peuvent être difficiles. Et donc, pour s'impliquer, l'aide-soignant, à mon sens, a besoin d'une cohérence entre le projet collectif et son système de valeurs individuelles. Donc, on va faire un va-et-vient entre l'individualité et le collectif. Et ça, c'est important, parce que dans les collectifs aides-soignants, souvent, l'équipe prend le dessus sur l'individualité. Et on va parler quand même de cette importance, finalement, à faire respecter les valeurs individuelles et les valeurs collectives. On sait très bien qu'au sein de certaines équipes, il y a parfois des leaders positifs, il y a parfois des leaders négatifs, et que les individualités, certaines individualités, ne s'autorisent pas à s'exprimer au sein de ces collectifs. On revient sur le contexte, qui est de plus en plus complexe. J'en parlais avec le directeur de mon établissement ce matin. Lui, il est plutôt en fin de carrière. Il lui reste 4 ans d'exercice. Et il me disait qu'il n'avait jamais vu une situation aussi complexe. Il a du mal finalement à traiter les dossiers qui s'additionnent et se complexifient. Clairement, le contexte, il s'inscrit dans une demande de soins qui progresse et se densifie. Alors, une des pistes, c'est bien sûr le vieillissement de la population, mais pas que. La réglementation et la demande de traçabilité se font de plus en plus présentes. Et c'est aussi ça que vous nous expliquez régulièrement. Vous, aides-soignants, les infirmiers aussi, toutes les professions de santé nous expliquent que finalement, ils se détachent de leur cœur de métier parce que ils font de plus en plus d'administratifs et qu'il y a de plus en plus de traçabilité. La durée moyenne de séjour se réduit. Je pense que ça, c'est intéressant quand on parle du sens au travail. Lorsqu'on travaille dans le milieu sanitaire notamment, puisque c'est pas la même chose sur le médico-social, mais sur le milieu sanitaire, quand la durée moyenne de séjour est à 7 jours, effectivement, il est plus difficile de laisser place à l'échange, à la réflexion, puisque l'activité est beaucoup trop intense et on ne prend pas le temps finalement de s'extraire de cette activité. Le turnover des professionnels de santé s'accélère. Alors je ne sais pas si c'est le cas ici, mais à Rennes, c'est particulièrement marqué, et à Paris, encore plus. Et puis, malgré ce contexte, les professionnels de santé, les aides-soignants, doivent s'organiser en équipe pour rendre le meilleur service aux patients. Donc ça crée clairement des tensions entre ce qu'on a imaginé du travail et le travail réel. Alors l'ANACT, l'ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et ça ne concerne pas que les professionnels de santé. Mais je trouve intéressant de se raccrocher à des notions quand même officielles. Et l'ANACT dit que la montée des exigences du travail va de pair avec les évolutions du travail lui-même. En gros, c'est obligatoire. Ce mouvement, il est bien sûr inévitable, mais ce qui pose problème, c'est pas ça, c'est plutôt de ne pas pouvoir discuter de ce qui est compliqué à gérer avec sa hiérarchie, avec ses collègues. On va beaucoup parler d'espace de discussion, d'espace d'échange entre pairs et en pluridisciplinarité, en interdisciplinarité. Certains préfèrent ce terme. Savoir rendre compte de l'importance du travail aide-soignant. Je suis désolé, c'est un peu du militantisme, mais c'était important pour moi de projeter cette slide. Je crois que vous en avez parlé, et Nathalie m'en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais il me semble que vous, aides-soignants, alors là, vous êtes les contre-exemples parfaits, et c'est bien, il faut des contre-exemples, interviennent trop ponctuellement pour parler de leur métier, pour parler de leur cœur de métier. Certains sociologues sont particulièrement difficiles, particulièrement durs avec votre profession. Ils parlent même de personnel invisible, alors même que, paradoxalement, les aides-soignants représentent le plus gros collectif en termes d'effectifs.
Sur le tableau des emplois de mon pôle, il y a quasiment 2 fois plus d'aides-soignants que d'infirmiers. Et paradoxalement, on entend beaucoup plus les infirmiers que les aides-soignants sur les séminaires, sur les formations, etc. Il me semble que les retours d'expérience, pour le coup, vous l'illustrez parfaitement, sont absolument essentiels pour la compréhension du fonctionnement des établissements de santé eux-mêmes et pour l'amélioration de la qualité des soins. Mais si on va au-delà de tout ça, c'est aussi très important en termes de reconnaissance individuelle, de sens au travail, que d'exprimer finalement son quotidien et ses valeurs professionnelles. Parler de ses expériences, de son vécu de travail, permet un retour sur soi qui est absolument nécessaire dans le métier, qui est un métier, bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais qui est complètement tourné vers l'autre, vers l'usager de façon générale. Ces échanges permettent surtout une meilleure compréhension du patient et favorisent des attitudes bienveillantes et donc une meilleure prise en soin. Et on touche là clairement la notion de travail bien fait. Alors il me semble que la remise en question, qu'elle soit individuelle ou collective, n'est absolument pas un signe de faiblesse, mais plutôt une force qui vous conduit à une logique d'amélioration constante. Et moi, je vous propose aujourd'hui, nous vous proposons collectivement, d'échanger sur ce processus de réflexion en mettant l'accent sur l'importance de cultiver une pratique professionnelle éthique, j'aurais dû le souligner, et efficace. Alors, je vous l'ai dit, on va osciller entre l'individuel et le collectif, mais il me semble quand même, on en a un petit peu parlé aussi, vous allez vous dire, ils ont fait l'intervention avant l'intervention, on en a parlé, mais le travail en équipe est clairement un soutien au travail réflexif. Cette culture du feedback à travers le regard des pairs est absolument essentielle. Il me semble important de s'intéresser à la capacité collective à réélaborer le contenu de l'activité indépendamment des normes. Je ne suis pas complètement fou, je ne vous dis pas de ne pas respecter les normes. Clairement, à l'hôpital, il y a des normes, il faut les respecter, mais il me semble quand même qu'il y a une petite marge de manœuvre et il y a bien sûr la fiche de poste qui correspond au poste que vous occupez, mais il y a aussi ce que vous allez en faire individuellement et collectivement. Et cette marge de manœuvre, c'est pour moi ce qui fait sens au sein de votre métier. Je pourrais, je vous le dis à vous, être soignant, mais je pourrais le dire de la même manière aux infirmiers, aux cadres de santé, etc. Vous voyez la différence entre ce qui est prescrit et réel. Et si on se coltinait finalement à ce qui était prescrit, le travail aide-soignant ne ferait absolument pas sens. Et je pense que l'hôpital serait bloqué en l'espace d'une demi-journée, quoi. Vous allez d'un point A à un point B et vous avez 2 possibilités. Soit vous respectez totalement ce qui vous est prescrit sur votre fiche de poste, soit vous vous autorisez individuellement et collectivement à bifurquer en fonction bien sûr de vos valeurs, de vos expériences et des échanges que vous avez au sein de votre collectif. On y vient. L'exemple des soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est à mon sens le meilleur exemple, mais n'hésitez pas à illustrer à travers vos expériences à vous. La psychiatrie aussi, à mon sens, est un bon exemple. Les soignants ont été obligés, au sein des unités de soins palliatifs, d'aller plus loin que la simple bonne distance. Ils ont mis en place des stratégies de distanciation en fractionnant les soins, par exemple, et pour eux, et pour le confort du patient. Ils ont dû notamment inventer de nouvelles règles, mais vous en parlez à mon avis beaucoup mieux que moi, des normes collectives pour éviter l'usure professionnelle et l'épuisement émotionnel. Bien sûr, les soins palliatifs sont une spécialité, enfin, sont des unités où l'émotion est au premier plan, mais on pourra en parler sur bien d'autres spécialités, le diagnostic dans les services de cancéro, etc., etc. Ils ont accordé une place centrale à la subjectivité des soignants et bien sûr à l'émotion exprimée des soignants. Donc bien sûr, un travail émotionnel au sein de leur activité au quotidien où ils peuvent exprimer et partager leurs souffrances. Des temps réservés sont organisés pour cela, ce qui revient in fine à parler du travail bien plus que de soi. J'imagine tout de suite les réflexions que vous allez me faire. Oui, mais l'encadrement ne nous autorise pas à organiser ce genre. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas toujours simple, mais il me semble essentiel
d'organiser ces temps d'échange et de réflexion. On y reviendra en fin de présentation. Les soignants travaillent en binôme afin de ne pas se retrouver seuls face aux patients. Pareil, je crois qu'en psychiatrie, c'est le cas aussi. En psychiatrie, les binômes infirmiers et aides-soignants sont particulièrement forts. On en a parlé sur les soins palliatifs, bien sûr, mais d'autres spécialités aussi. Ce qui est intéressant, à mon avis, au sein des soins palliatifs, c'est que l'équipe peut prendre le relais quand le travail devient trop difficile. On s'autorise finalement à passer la main, si j'ose dire. Bien sûr, on ne passe pas la main tous les jours, mais on passe la main quand la situation est trop difficile émotionnellement, quand le transfert est trop présent. Et à mon avis, c'est une protection pour l'aide-soignant individuellement. Alors, ce qui est mis en évidence, c'est le caractère essentiel du travail en équipe pluridisciplinaire. On y reviendra, pluridisciplinarité, interdisciplinarité. Ça n'aurait pas de sens que de parler que des aides-soignants quand on parle du sens au travail, quand on parle de la reconnaissance au travail. On va bien sûr parler de votre collectif, on va parler de pluridisciplinarité, mais on va parler aussi de management. L'équipe est un lieu de reconnaissance du travail et de soutien qui favorise le niveau de stress perçu, ça c'est important, le niveau de stress perçu, et la qualité de vie au travail. Pour que le collectif existe, il faut bien sûr un espace et du temps. Et donc, moi, je vous propose quand même de réfléchir sur cette notion de temporalité dans le soin. Le temps est une notion qui est bien sûr très objective, mais aussi très subjective, puisqu'elle se situe au croisement de différentes approches et de différents courants et disciplines. On n'a pas le même rapport au temps quand on est sur de la chirurgie que quand on est sur de la psychiatrie. La temporalité, c'est une préoccupation quotidienne pour les aides-soignants, bien sûr, ça l'est aussi pour les managers, mais pas que. Et ce questionnement autour du temps dans les soins, pour moi, il mériterait d'être abordé en interprofessionnalité avec les problématiques actuelles de synchronisation des temps. Je n'ai pas les mêmes horaires que vous, vous n'avez pas les mêmes horaires que les médecins, et ça crée quand même des pics d'activité et des difficultés. Il me semble qu'à l'hôpital, aujourd'hui, nous ne sommes pas bons dans la synchronisation des temps. Il n'est pas rare sur les lieux de consultation que je vois des infirmières patienter une demi-heure, trois quarts d'heure avant le début de la consultation d'un médecin qui s'autorise à arriver à 9h45 plutôt que 9h. Il y a peut-être meilleur exemple. Mais cette synchronisation des temps, elle est quand même hyper importante. La qualité des soins. Bon, clairement, le sens du travail aide-soignant passe bien sûr par la qualité perçue par le professionnel et par l'usager. La qualité, elle est au cœur du travail de tous les professionnels de santé, avec des acceptions, des définitions qui sont différentes, à mon sens, en fonction des professions. La logique des soignants, elle est marquée par les aspects relationnels. La qualité des soins accordés aux patients s'inscrit dans une pratique collective professionnelle. Pour les aides-soignants, je pourrais le faire pour toutes les professions, c'est assez simple, mais pour les aides-soignants, il me semble que beaucoup d'aides-soignants que j'ai rencontrés adoptent un discours qui est spécifiquement centré sur le patient, présent à la fois lorsqu'il s'agit de l'accueil, vous êtes souvent le premier interlocuteur, et ça c'est important pour vous, vous avez quelque chose qui est de l'ordre de la référence en fait, pour l'usager, pour sa famille, des soins, du confort. Et dans le discours que vous pouvez avoir sur la qualité des soins, vous accordez beaucoup d'importance, il me semble, à l'écoute et à l'hygiène. Alors, je suis désolé, on va très vite, hein, mais l'idée, c'est quand même de brosser tout le microcosme de santé pour finalement voir un petit peu les ressources que vous avez autour de vous pour faire sens. Le management, il est clairement une ressource pour la régulation du travail. De la même façon que le travail en équipe, pour moi, mais bon, je suis cadre de santé, hein, donc forcément, je ne suis pas très objectif, le management, c'est une ressource essentielle. Et d'ailleurs, vous vous plaignez plus souvent de l'absence de cadre de santé plutôt que de trop de présence cadre de santé. Les aides-soignants, clairement, mais on pourrait le dire aussi pour les infirmiers, ils ont besoin d'être écoutés, mais surtout entendus. Je crois que ça, c'est important qu'on fasse la différence entre être écouté et entendu par le cadre de santé, par le N+1, mais aussi, bien sûr, par le N+2, et on peut y aller un peu plus loin, par le N+3.
L'importance de mettre en place une vraie culture du feedback. Ça, j'espère qu'on va l'aborder dans le débat qu'on va avoir tout à l'heure, enfin, en tout cas dans les échanges qu'on va avoir tout à l'heure. Il me semble que la culture du feedback n'est pas suffisamment développée à l'hôpital. Vous n'avez pas assez de retours sur vos pratiques professionnelles. Il me semble que ces retours, vous les avez par vos pairs, mais assez rarement par le cadre de santé qui est de plus en plus distancié finalement du cœur de métier soignant, infirmier, soignant, etc. Et cette culture du feedback, à mon sens, c'est vecteur de progrès, mais aussi du sentiment d'être reconnu. J'enfonce des portes ouvertes, mais clairement, c'est un prérequis en apparence évident, mais trop souvent noyé dans les process que vous connaissez aussi bien que moi à l'hôpital. Un impact important du management participatif. Clairement, il me semble, et je me risque un peu à vous dire que le management participatif est l'avenir des professions de santé. Ça favorise le travail en équipe, le soutien de chacun en respectant les individualités au sein du groupe et la reconnaissance du travail. Bien sûr, il n'y a pas que le management, il y a d'autres ressources pour répondre aux exigences de votre métier et la liste n'est absolument pas exhaustive. Mais l'autonomie dans le travail me semble essentielle. L'autonomie des aides-soignants est également déterminante dans votre capacité à agir. On en a parlé tout à l'heure sur le travail prescrit, travail réel. Il faut prendre cette marge de manœuvre, il faut prendre sa place pour pouvoir affirmer finalement vos valeurs professionnelles. Les espaces de dialogue sur le travail, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode, particulièrement en MCO et encore plus à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Vous pouvez voir ça sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, par exemple. Les espaces de dialogue sur le travail sont de plus en plus présents en médecine, chirurgie obstétrique. C'est des espaces de discussion officiels, organisés par les managers au sein des services de santé. La Haute Autorité de Santé définit ces espaces de discussion sur le travail, ces espaces de dialogue sur le travail. C'est pour eux des espaces collectifs qui permettent une discussion centrée sur l'expérience de travail et ses enjeux, les règles de métier, je pense que c'est essentiel, le sens de l'activité, les ressources et les contraintes. C'est important quand même de se mettre d'accord collectivement au sein d'un collectif, au sein d'une équipe, sur ce qu'on considère, nous, être le travail bien fait. On ne peut pas faire la même chose lorsque nous sommes 4 ou lorsque nous sommes 2. C'est différent quand les effectifs sont dégradés ou pas. Et donc, c'est important, pratiquement de façon quotidienne, de se mettre d'accord sur ce que c'est pour nous, aujourd'hui, le travail bien fait. Un espace de partage d'expérience de travail, un moment où l'on fait des propositions. Je pense que ça, c'est absolument essentiel aussi dans le cadre de la reconnaissance. C'est que le management, finalement, qu'il soit paramédical ou médical, le management entende les propositions du collectif ou des individualités aides-soignantes pour améliorer finalement le service rendu. Bien sûr, les ressources, c'est la formation, et vous êtes le meilleur exemple aujourd'hui. Les formations peuvent être considérées comme une strate supplémentaire, comme quelque chose qui vient pressuriser votre emploi du temps, mais c'est aussi le meilleur moyen de prendre de la distance par rapport à son activité professionnelle, de prendre de la hauteur. Et j'ai envie de dire, c'est un peu la récréation qui fait beaucoup de bien, le bol d'air absolument essentiel à toutes les professions, bien sûr pas que la profession aide-soignante. En guise de conclusion, pour pouvoir faire du bon travail, c'est entre guillemets, bien sûr, les aides-soignants ont besoin de travailler dans une équipe qui communique. Je suis le roi de la porte ouverte, j'enfonce les portes ouvertes. Ce soutien, cette équipe a besoin d'être encadrée et bien sûr soutenue, représentée par sa hiérarchie. À titre individuel, vous avez également besoin, à mon sens, de ressources dans votre quotidien de travail. Et là, ça pêche un peu. Être en capacité d'agir en adéquation avec vos valeurs et bien sûr pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle. La reconnaissance et le sens sont des éléments essentiels pour exercer sereinement et en embrassant finalement ce processus de réflexivité à la fois individuel mais aussi collectif, il me semble que vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives, opportunités qui vous permettront de progresser
sur le chemin du bien-être et sur l'épanouissement professionnel. Merci de votre attention. Bien, merci Arnaud. Alors moi, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai retenu, hein, puis après je vais laisser la parole à Virginie et à Yvon. Effectivement, le mot d'implication, comment bien travailler quand on n'est pas impliqué par sa hiérarchie. Choisir une structure en accord avec ses valeurs. Alors nos valeurs, elles vont évoluer. Peut-être qu'à un moment dans notre vie, on va être à l'aise dans une grande structure, et puis après, il va falloir trouver une structure à sa taille. Faire partie du projet collectif, ça c'est effectivement primordial. Et avoir un projet collectif en lien avec votre propre système de valeurs. Moi, j'ai travaillé par 2 fois, un peu par hasard, mais dans des établissements religieux. Et c'est vrai que c'est des valeurs qui sont extrêmement fortes. Soit on y adhère sans être totalement parti pris, ou soit, effectivement, on n'est pas à sa place. Et dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux partir. Le contexte, on en a déjà beaucoup parlé pendant les ateliers ce matin. La difficulté, la réglementation. Moi, j'avais envie de dire aussi des logiques qui s'opposent, la logique économique, la logique soignante, qui ne sont pas toujours les mêmes. Le côté administratif, où effectivement, on se dit, mais à quel moment je vais arriver dans la chambre pour faire le soin ? Une fois que j'aurai passé tous les contrôles de sécurité. La durée moyenne de séjour, ça, pour ceux qui travaillent à l'hôpital, vous le savez, moi, c'est vraiment ce que j'entends de plus parmi nos élèves qui découvrent les services de médecine, chirurgie, où ils nous disent très très essoufflés, j'ai pas vu ce qui s'était passé pendant 5 semaines puisque j'ai dû refaire 15 raisonnements cliniques parce que j'ai eu 15 patients à prendre en soins. Et puis le turnover, bien évidemment, le changement d'équipe, le changement de collègues. L'équipe, elle soutient, vous l'avez dit, mais est-ce qu'elle soutient encore quand moi, je me souviens d'une époque où je travaillais encore en soins palliatifs, où j'arrive un matin et on était normalement 6 soignants, et là je m'assois, puis je connaissais personne. Ouais. Et alors là, allez trouver du sens effectivement à ce que vous faites. Alors quand ça se passe une journée, 2, ou quand c'est les périodes d'été, on s'adapte, bien évidemment. Mais là où ça commence à user, c'est quand ça dure trop longtemps. Et puis j'ai bien entendu le message, merci Arnaud, savoir rendre compte de l'importance des métiers des aides-soignants, des infirmiers, des gens avec qui on travaille, en fait, tout simplement. Parce que même quand on est cadre de santé, on a envie aussi d'entendre dire qu'on travaille bien, que notre travail est important. Et c'est vrai que c'est toute cette considération-là qui est importante. C'est-à-dire que nous, la hiérarchie doit effectivement reconnaître votre travail, et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir aussi une reconnaissance de son équipe. Et ça va demander des échanges et forcément une remise en question. Avant d'être directrice, j'ai été formatrice pendant un petit moment, et j'interviens dans un petit EHPAD, et je ne comprends pas parce que les gens ne se connaissent pas en fait. Alors, je les ai interrogés le premier jour. J'aurais dit, vous êtes là depuis combien de temps ? 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et au bout du 2e jour, je comprends toujours pas parce que, en fait, on parle de leurs pratiques, et leurs pratiques sont toutes différentes. Et là, je me dis, une petite EHPAD de 70 lits, je me dis, mais comment ça se passe, quoi ? Et en fait, on m'a expliqué qu'il y avait une réorganisation de services. Et que pour optimiser le temps, toutes les pauses étaient prises en décalé. Donc les aides-soignantes ne prenaient plus jamais de pause avec les infirmiers prenaient plus jamais de pause avec les agents de services hospitaliers, plus personne ne parlait en fait. Mais à l'intérieur du même service, en fait, il n'y avait plus du tout ces temps d'échange. Et donc effectivement, temps d'échange,
Moi, j'aime bien aussi un peu de convivialité. Donc, des temps de convivialité, c'est hyper important, quoi. C'est pas du temps perdu. Une pause qui se prolonge de 10 minutes parce que c'est l'anniversaire du petit dernier, ben ouais, c'est 10 minutes. Mais c'est peut-être aussi plein de choses qui se disent et en tout cas, c'est hyper important. Alors voilà, l'espace-temps. Après, le temps, moi, depuis que je suis soignante, on en parle tout le temps, on manque toujours de temps. Peut-être que notre temps n'est pas suffisamment bien utilisé, je ne sais pas. Peut-être que tout n'est pas obligé non plus. Je sais pas, quand on travaille en EHPAD, est-ce que tous les pieds doivent être lavés tous les jours? Je ne sais pas. C'est une question que je te poserai tout à l'heure, Résu. Voilà, écoute, et puis écoute et hygiène. Donc les aides-soignants seraient un peu des ayatollahs de l'hygiène. Écoutez, dans les échanges que j'ai eus avec les aides-soignants, dans les valeurs qui sont véhiculées, il y avait quand même l'importance, et effectivement, ces deux notions qui sont éloignées l'une de l'autre, mais il y avait bien sûr l'écoute, ça fait très binaire présenté comme ça, hein, et aussi l'hygiène, l'importance de l'hygiène. Et je crois que, d'ailleurs, si c'est le cas, d'ailleurs, vous allez peut-être me dire que c'est pas du tout le cas. Si c'est le cas, il n'y a absolument pas à rougir de ça. Et je pense qu'il faut en faire une force, presque quelque chose qui soit propre à votre profession. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Après, ça vient. Ouais, c'est peut-être. Ça doit être un historique, hein, des formations, hein, je pense. J'arrêterai là parce qu'après, j'aurai plus de temps pour vous poser des questions. Ça serait dommage, hein, Virginie. L'importance du management, l'importance du feedback. Ouais. Absolument essentiel. D'ailleurs, pour le coup, le feedback, il peut être bien sûr imposé par le cadre de santé, par le cadre supérieur de santé, mais il peut aussi être proposé par l'aide-soignant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir un feedback. On peut finalement aller chercher ce feedback. Bien sûr, il y a le regard managérial, mais on en a parlé. Je crois que ce qui est très important aussi, c'est le regard de ses pairs à travers ces fameuses pauses, mais pas que, ces temps d'échange entre pairs. Les pauses, d'ailleurs, moi je reste persuadé que ce ne sont pas vraiment des pauses, puisque les 3/4 du temps, on parle métier et travail. Une fois que l'anniversaire du petit est passé, effectivement, on parle boulot, en fait, hein. Ouais, c'est clair. Voilà, 3 mots: autonomie, dialogue, formation. Voilà. Alors, on va passer à la question. Bon, je me suis un peu aidée, hein. Vous savez, il y a un super outil qui s'appelle ChatGPT et Alors, Yvon, il travaille en EHPAD. Ouais. Qu'est-ce qui fait, Yvon, que tu te sens reconnu dans ton travail, si tu te sens reconnu actuellement, ou qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas reconnu si tu ne te sens pas reconnu actuellement? La question est claire. C'est pas de ChatGPT, en fait. Alors, oui, je me sens reconnu actuellement. J'ai toujours eu ce ressenti. Après... c'est vrai que dans notre métier, on a toujours le doute de se sentir utile ou pas. Et en fait, en EHPAD, on a la chance, nous, d'avoir le retour des familles, le retour des résidents également. Et c'est vrai que moi, rien que si j'ai le retour d'un baiser le soir quand je dis bonne nuit, ou je sais que j'ai été bon, je sais que je suis à ma place et je sais que j'ai servi à quelque chose. Rien que l'envie de faire un bisou, de faire un câlin, d'être pris dans les bras, voilà. En EHPAD, on a cette chance-là, nous, d'avoir ce retour-là. Ensuite, on a aussi le fait maintenant de garder les personnes en fin de vie, de les laisser mourir avec nous dans l'EHPAD. On a le retour des familles qui passent 15 jours, une semaine, 15 jours, qui sont là quasiment 24 heures sur 24 et qui nous disent « Ah ben maintenant qu'on est là tout le temps, on se rend compte de votre travail. » Et on pensait pas que c'était ça. Et c'est vrai que le fait d'entendre ça, ça fait énormément de bien aussi. Et en fait, moi, je me sens bien quand je fais du bien, tout simplement. Et je pense qu'on est tous comme ça, aides-soignants motivés.
Si on fait du bien, on est bien. Voilà. Bien, merci Yvon. Tu n'as pas parlé de la hiérarchie ou de tes collègues en termes de reconnaissance? Comment ça fonctionne dans ton service Alors, moi j'ai la chance de travailler dans un petit service, on n'est que 17 résidents, parce que j'ai eu mon diplôme, mon soin palliatif, le DU de soins palliatifs. En fait, j'ai beaucoup de retours par rapport à celui-là et c'est vrai qu'il est très valorisant. Et donc, dans mon service, j'ai des résidents de 58 ans à 98 ans. J'ai des personnes qui viennent pour vieillir, j'ai des personnes qui viennent pour mourir. Des longues maladies, des courtes maladies, maladies de Charcot, sclérose en plaques, le vieillissement classique, les Parkinson avec complications, les AVC frontaux. Voilà, c'est très, très varié, c'est très médicalisé. Et c'est vrai que niveau hiérarchie, le fait d'avoir le DU de soins palliatifs, le médecin vient beaucoup plus facilement me questionner sur la prise en charge. Et ensuite, moi, vu que j'avais eu toute cette connaissance et cette philosophie, puisque c'est vraiment une philosophie de travail, les soins palliatifs, et il faut savoir que dans les soins palliatifs, c'est écrit dans la loi, toutes les décisions qui sont prises doivent être collégiales. Il y a une réunion de synthèse qui est obligatoire. C'est écrit dans les textes. Malheureusement, ce n'est pas souvent fait, mais c'est écrit dans les textes. Et on se rend compte que si on a la chance d'avoir ces réunions de synthèse-là qui sont faites pour parler d'une prise en charge d'une personne, est-ce qu'on continue le curatif ou est-ce qu'on passe dans le palliatif et on se base à rien que sur le confort, l'alimentation, plaisir et autres? Eh bien, quand c'est toute l'équipe et qu'on laisse la parole aux aides-soignants, aux infirmiers, aux médecins, à l'ergothérapeute qui a aussi à apporter énormément, aux kinés, aux médecins, eh bien là, c'est riche. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment on apporte une réponse aussi bien aux résidents qu'à la famille, puisque les soins palliatifs, c'est une prise en charge. Et pour revenir par rapport aux soins palliatifs, moi j'ai choisi de rester en EHPAD, de ne pas aller dans un service de soins palliatifs, puisqu'en EHPAD, on meurt autant qu'en soins palliatifs. Et malheureusement, les soins palliatifs en EHPAD ne sont pas reconnus. On ne reconnaît pas cette charge de travail. On ne reconnaît pas cette façon de travailler. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit de plus en plus d'aides-soignants. Je vous pousse à faire ce DU soins palliatifs et à venir travailler en EHPAD pour essayer de faire avancer les choses sur l'accompagnement en fin de vie en EHPAD. Voilà. Ça répond ? Oui, merci beaucoup. Virginie, qu'est-ce qui te donne le plus de sens dans ton métier? Alors, tu as passé une mauvaise journée, je sais pas, ça s'est pas bien embrayé le matin et tu rentres chez toi et tu te dis waouh, qu'est-ce que j'ai trouvé à du sens dans la journée de malade que j'ai passée. Moi, je travaille avec des personnes qui ont des maladies neurodégénératives, donc qui perdent beaucoup, mais qui développent des petites choses qu'on perçoit au bout d'un moment quand on travaille avec eux. Moi, je retire toujours le petit positif de la journée. Je retiens du négatif, évidemment, mais je travaille aussi sur le négatif. On travaille en équipe sur les choses négatives qu'on a relevées. Mais quand je rentre chez moi, j'arrive à retirer les petites choses positives de la journée. Dernièrement, on a une personne elle a 88 ans, qui était professeure de dactylographie. On a un tableau dans l'unité où tous les jours, on met la date, la fête du jour, le dicton, la météo. Elle a pris le stylo des mains de ma collègue, elle a écrit « Bonne journée, Yvette ». Merci Yvette. Voilà, merci Yvette. C'est une petite chose, mais nous, ça nous a refait notre journée. Voilà. Puis bon, c'est un clown, c'est une dame qui fait beaucoup de blagues. Le médecin arrive, elle lui dit « Salut mon petit lapin ». Voilà, donc nous, on retient toutes ces petites choses-là. On rigole beaucoup en unité fermée, parce que bon, Yvon se plaît à dire qu'il y a de la vie jusqu'au bout de la vie. Voilà, j'ai bien retenu, t'as vu ? Mais en accompagnement également, c'est ça, c'est toutes ces petites choses au quotidien qui font qu'on s'accroche et qu'on aime ce qu'on fait et qu'on a encore plein d'envie pour le lendemain, le surlendemain. Voilà. En plus, on a une super dynamique de groupe, nous, donc on a de la chance. On aime tout ce qu'on fait et on est tout assis en 200 gérontaux. C'est un choix de la hiérarchie. D'accord, voilà. Donc il y a la formation. Et après, est-ce que vous travaillez en binôme ? Oui.
Alors, binôme sur la matinée, et à 13h, on se greffe. Il y a une aide-soignante qui arrive. Alors, ça m'arrive, je suis soit sur une journée de 12 heures, soit je suis sur une journée de 8 heures. D'accord. Parfois, donc, quand j'arrive à 13h, je reste sur l'unité jusqu'à 17h30. Auquel cas, je suis juste animatrice l'après-midi. Animatrice, puis évidemment, accompagnement aux toilettes, accompagnement au goûter, aide au change s'il y a besoin de faire des changes, évidemment. Mais à 17h30, je repars côté EHPAD et j'aide les équipes à la prise des repas, mais côté EHPAD, au coucher. Et c'est moi qui fais les transmissions aux équipes de nuit. Voilà, avec un autre binôme. Bon, faut s'adapter, quoi. Mais comme c'est une petite unité, on n'est que 65 en tout. 12 dans l'unité fermée, et donc ça fait, voilà, c'est très familial chez nous. Merci Virginie. Du coup, l'organisation du travail aurait aussi un impact sur le sens ou la reconnaissance. C'est vrai que quand on demande, on a tous été dans des établissements où où manquait de sens dans l'organisation du travail. Quand on couche quelqu'un à 14h30 et qui a des troubles cognitifs et qu'on lui explique que il est l'heure d'aller se coucher, quoi. Alors, on met les pyjamas à 17h et il fait grand jour jusqu'à 23h ici. Comment on fait? Parce que quand on n'a pas beaucoup d'effectifs, il y a des fois, moi j'ai été cadre dans un EHPAD, il y a des fois où j'ai demandé des choses qui n'étaient pas réalistes ou qui manquaient de sens. Oui, bien sûr, complètement. Mais l'idée, alors bien sûr, j'ai absolument pas la baguette magique, mais l'idée, c'est peut-être d'inverser les paradigmes comme on l'a toujours connu. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans un management qui soit descendant, injonctionnel, on serait plutôt dans quelque chose de participatif où on fait confiance aux compétences des uns et des autres, et bien sûr aux compétences aides-soignantes. Moi, je crois beaucoup à la clinique du chevet. Et j'ai beaucoup de plaisir à vous écouter parler. Il me semble que la qualité des soins, l'amélioration de la qualité des soins passe par la clinique du chevet, par les petits tips, vous savez, les petits trucs que vous avez au quotidien qui améliorent finalement les pratiques et qui améliorent la qualité de la prise en charge. Et ne pas organiser une unité, ne pas organiser un service en fonction de ça, en fonction d'une équipe qui est forcément différente, puisque... Vous l'avez dit, une équipe, c'est fait de personnalité, c'est fait d'individualité. Ne pas partir en fait des richesses de cette équipe serait une faute managériale et une faute managériale lourde de conséquences. Yvon, je sais que tu es souvent maître d'apprentissage. Alors, tu dis quoi à tes apprentis, justement, quand tu leur dis j'étais diplômé en 1995, ils n'étaient pas nés. Oui, merci. Ils n'étaient pas nés. C'est vrai, je pourrais être le père de plusieurs. Comme je leur dis, justement, vu que je suis beaucoup plus âgé qu'eux, je leur dis j'ai intérêt de bien vous former puisque vous allez me soigner. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est sûr. Merci pour Et donc, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis que moi, j'ai beaucoup à leur apporter par mon expérience et qu'eux ont beaucoup à m'apporter par leur richesse de créativité. Parce que depuis ce matin, c'est vrai qu'on entend beaucoup ce souci de générationnel, les générations. C'est vrai qu'ils ne sont pas aussi travailleurs que nous. Ils ne sont pas aussi... dans le sens travailleur, c'est se sacrifier pour le travail. C'est ça que je veux dire. Nous, c'était dans notre éducation. Ma génération, là, on a eu cette éducation-là. Coûte que coûte, tu iras au boulot, malade ou pas malade. C'est comme ça. Sinon, tes collègues, ils vont en chier. On s'est un peu fait mal, d'ailleurs. Il y en a qui ne se sont pas remis. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, c'est vrai que la jeune génération ne réfléchit plus comme ça. Mais par contre, ils apportent autre chose. Ils apportent des nouvelles idées d'accompagnement. Ils apportent des nouvelles façons de faire. Ils nous font aussi réfléchir et nous faire poser des questions sur ce qu'on faisait, puisque c'est bien beau se sacrifier aussi. Mais si on n'est pas bien au bout d'un moment, à force de se sacrifier dans notre peau, on ne pourra pas faire du bon soin. Donc voilà, c'est important. En fait, depuis toute la journée, je trouve que le point le plus important, c'est communiquons tous ensemble.
que ce soit soignant, que ce soit résident, que ce soit famille. On forme tous une équipe pour le même but, hein, c'est le bien-être de la personne qui est là. Hein. Et c'est ça le plus important. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc on vient de toucher quand même une notion très importante qui, à mon sens, a été oubliée dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure, c'est la transmission des savoirs. Ça fait sens, hein, la transmission des savoirs. Mais je suis pas très... Alors j'ai une tendance à être assez positif, mais c'est vrai que je suis pas très positif là-dessus. J'ai l'impression que la transmission des savoirs, quand même, demande du temps et de la stabilité. Vous en avez parlé. Et c'est vrai que le turnover, et de ce que je vois moi dans mon quotidien, alors mon quotidien c'est pas le quotidien de tout le monde, hein, mais dans le quotidien que je vis aujourd'hui, il y a un tel turnover au sein des équipes que cette transmission des savoirs ne se fait plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'ancien, c'est presque celui qui est arrivé il y a 6 mois, quoi. J'exagère le trait. Et exactement. Donc ça c'est à mon sens quelque chose d'essentiel qu'il va falloir préserver. Je ne sais pas encore comment, mais cette transmission des savoirs fait particulièrement sens chez tous les professionnels, mais particulièrement chez les soignants. Mais la transmission de savoir, c'est vachement valorisant pour le soignant. Hein. Le fait de se sentir utile aux futurs soignants, c'est vachement valorisant. Je trouve que c'est important de maintenir ça. Après, c'est vrai que moi, dans mon service, donc moi, ça fait 25 ans que je suis dans le même service. J'ai 2 collègues, ça fait 14 ans qu'elles y sont aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine stabilité dans l'équipe. Ça, c'est vrai. Et donc, du coup, on peut transmettre et la philosophie du service et l'envie de travailler d'une certaine façon. Mais je trouve que, de toute façon, si on se pose trop de questions, si on se questionne tout le temps sur le temps qu'on passe, on n'arrivera jamais à rien. Oui, on va perdre du temps à former la personne, mais après, on va en gagner, puisque, de toute façon, elle sera formée à notre image dans l'idée du service. Donc après, on va en gagner. C'est toujours ça qu'il faut se mettre à l'esprit. Le temps perdu là, on le gagnera plus tard. Pareil pour les résidents. Souvent, je me bats avec mes collègues pour la mise aux toilettes l'après-midi, le midi, après le repas. On gagne du temps après le soir parce que automatiquement, il n'y a pas le change aussi important le soir parce qu'on a fait la mise aux toilettes à midi. Et voilà, et tout est comme ça. Et ça a du le sens. temps perdu à un moment, et ça a du sens en plus, hein, Du sens. mais le temps perdu à un moment, il n'est pas si perdu que ça, on va le regagner plus tard, quoi. Pareil pour la formation, pareil pour notre travail au quotidien. Nous, en unité, le fait d'aller aux toilettes en début d'après-midi, ça régule aussi la journée. Ils ont un rythme, on essaye de maintenir ce rythme. Toilette le matin, toilette à midi, toilette vers 16h, toilette le soir. Et comme ça, ils ont ce rythme-là au quotidien. Vous remettez du sens aussi dans l'accompagnement. Oui. Pour le coup, vous illustrez parfaitement ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, ces espaces de discussion sur le travail, quoi. Comment, collectivement, au sein de notre équipe, on se met d'accord sur ce qu'est le travail bien fait. Pour vous, visiblement, ça passe par plusieurs passages. Voilà. A priori, vos jeunes collègues ont l'air de dire que le passage aux toilettes en début d'après-midi, bon, c'est un peu... C'est pas ce qu'ils avaient imaginé. Mais voilà, faut qu'on arrive collectivement à se mettre d'accord sur ce qui nous paraît être le travail bien fait. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose d'autre ? Alors, on va peut-être pouvoir passer aux questions. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser à Arnaud, Yvon ou Virginie ? Alors moi, oui, parce que ça me renvoie... Pardon, est-ce que... Oui, elles sont là, mes petites aides-soignantes. Oui, c'est vous. Vous voulez bien nous parler de votre problématique de transmission ? Oui. Qu'on vous a enlevé les transmissions. Et qu'est-ce que ça vous pose comme problème ? Peut-être qu'on pourrait résoudre. Vous n'avez plus le temps de faire de transmission, c'est ça ? Je veux pas balancer, c'est un travail. Nous, on vient du CHU de Rennes. La problématique, c'est que cet été, on passe en 12 heures. Comme dans beaucoup de services chez nous.
Moi, personnellement, je suis de nuit, donc l'équipe de nuit était contre, hein, comme dans beaucoup de services. Il vient la problématique que nous venons de travailler à plusieurs réunions, équipe jour-nuit, pour voir comment on allait fonctionner, les horaires et tout ça, et il est venu le moment des transmissions. Ils ont à dire que 12 heures plus 12 heures, ça fait 24 heures, donc il n'y a pas de temps de transmission orale. Et comme ils ne veulent pas partir sur du bénévolat, comme il se passe chez nous en Réa Chir, par exemple, où chaque équipe vient un quart d'heure plus tôt, que ce soit le matin ou le soir, et donne leur temps perso pour pouvoir, pour la sécurité du patient aussi, hein, on ne va pas se mentir. Nous, on nous demande, en tout cas, on a travaillé sur un nouveau carton pour pourquoi pas mettre aussi les transmissions des internes, de tout ça, parce qu'il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Les internes en chirurgie, ils arrivent dès 7h30, donc là... Changement d'équipe, j'ai pas de transmission, qu'est-ce que je dis au médecin ? Donc du coup, on a voulu travailler un carton, mais on nous a dit que, pour ceux qui connaissent le CHU, on a le CCI qui ouvre là bientôt, qui est un très gros changement pour notre CHU à Rennes, et qu'au CCI, ce sera interdit à ces cartons, donc plus de transmission écrite ni carton avec le nom du patient, l'étiquette, ce sera que sur ce que nous on utilise, c'est-à-dire DXCare. Et là, il faudra aller que sur des transmissions spéciales 12 heures, institutionnelles pour notre CHU. Et on a peur, en fait. On a peur de... si on arrive, on prend notre poste, il y a un souci, on n'a pas le temps d'aller voir vite fait ce qui se passe. Il y a une urgence, qu'est-ce qui se passe ? On est en doute sur ce qui va se passer cet été. C'est un test, bien sûr, mais de jour comme de nuit, on est très soucieux de ce qui va se passer. C'est une organisation qui a amené à rester ou c'est juste temporaire et vous pouvez vous dire que c'est temporaire ? Officiellement ou officieusement parce que... D'accord, ouais. Officiellement, c'est juste pour l'été, parce D'accord. qu'il n'y a personne pour remplacer. Officieusement, c'est pour nous préparer au CCI qui arrive au mois de novembre. Donc on le sait que c'est un test qui passera puisqu'on est en manque de personnel comme partout. Donc, Parce que c'est vrai que c'est une organisation qui est comme ça très très bancale, hein, je vous l'accorde. Pas avoir de transmission orale dans une équipe de soins, j'ai un peu de mal à y croire. Surtout qu'on est en mais quand service c'est transitoire, de chirurgie. ça peut s'entendre. Et le problème, c'est qu'en service situations... de chirurgie, il y a un turnover, comme on disait tout à l'heure. Nous, les patients, moi, je suis en service programmé. Les patients, tous les 2-3 jours, ils sont une partis. PTH, une PTG, ça reste 3 jours. Hein. Après, on a des sarcomes, on a plein d'autres choses qui restent un peu plus longtemps, mais savoir qui y a devant nous 7h30, ciao, bye bye. Ou alors, on fera les transmissions dans les vestiaires, peut-être, je sais pas. On se changera ensemble. Merci pour ce contre-exemple, puisque pour le coup, il vient mettre à mal tout le raisonnement que j'ai présenté. C'est ça. Mais alors, non, pas du tout. Pire. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ça confirme. C'est tout. Enfin, à mon sens, c'est tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Alors, c'est ça. Et donc, je voulais te demander, moi, quel moyen de résistance, entre guillemets, peut avoir l'aide-soignant ? Le moyen, il est tout trouvé. D'ailleurs, vous en avez parlé, c'est-à-dire le retour d'expérience collectif. C'est de vous organiser pour faire un retour d'expérience qui soit étayé, illustré. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire. Ma hiérarchie m'avait aussi imposé un temps expérimental sur les 12 heures. J'ai un point de vue très radical sur les 12 heures en psychiatrie. Je sais que ça se prête bien à certaines spécialités, mais en psychiatrie, à mon avis, ça s'y prête pas. Les retours d'expérience étaient sans appel et on a été extrêmement rigoureux avec la chef de pôle avec qui je travaille. Et les professionnels, qui soient aides-soignants ou infirmiers, avaient identifié quand même des choses très claires. Un coup de fatigue, pour reprendre leurs mots, un coup de bambou à la 9e heure de travail. Et donc ça nous a permis quand même, nous, cadres de santé et chefs de pôle, ça nous a permis d'extraire finalement les fiches d'événements indésirables entre la 9e heure et la 12e heure. Et c'est venu finalement conforter le discours des aides-soignants et des infirmiers. Il y avait effectivement beaucoup plus de fiches d'événements indésirables, d'erreurs médicamenteuses, etc., entre la 9e heure et la 12e heure. Effectivement, clairement, s'il n'y a plus de temps d'échange, s'il n'y a plus de place à la réflexivité, là, moi, je ne vois pas comment le manager il va faire pour instaurer de la cohérence. Là, clairement, je ne vois pas. Peut-être, je n'ai pas le monopole de la parole, hein, mais c'est vrai que présenter comme ça, ça fait un petit peu peur. Et je pense que, pour le coup, ça vient illustrer aussi
ce qu'on disait, l'importance que les aides-soignants, que les collectifs d'aides-soignants prennent leur place. Et je pense que c'est important aussi que vous vous autorisiez finalement à faire ce retour d'expérience de façon écrite. On n'a pas parlé des écrits, mais l'écrit dans la profession aide-soignante, je pense que la légitimité, la reconnaissance en fait de la profession viendra par l'écrit. Il faut pas on a la culture finalement à l'hôpital, mais particulièrement dans votre profession, on a la culture de l'oralité. Il me semble que ce retour d'expérience doit être un retour d'expérience écrit, signé de l'ensemble de l'équipe et objectivé. Il y a plein de choses. ChatGPT pourra vous aider. Ah oui, il est très bien. Les inconvénients des 12 heures, c'est très documenté. Alors, il y a aussi des avantages, mais les inconvénients sont très documentés. Les professionnels expliquaient aussi que, bien sûr, ils avaient plus de temps, parce qu'on a parlé en vie professionnelle, vie personnelle. Il y a beaucoup de professionnels qui sont pro 12 heures dans mon établissement. Et les professionnels expliquaient aussi que, après une série de plusieurs jours en 12 heures, ils étaient obligés, en fait, en gros, de dormir pendant une journée complète, quoi. Donc, le temps gagné, il n'était pas si gagné que ça, quoi. Il y avait beaucoup de points négatifs. C'est vrai que l'équilibre, la vie équilibre vie pro, vie perso en 12 heures, quand on a des enfants qu'on ne voit pas pendant 3 jours et qu'on va voir après pendant 48 heures, ça peut séduire certaines personnes, ça ne séduit pas tout le monde. La grande question, c'est quand même l'organisation, elle devrait s'adapter aux besoins des patients ou des usagers qu'on reçoit, et on s'aperçoit, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en EHPAD, en lieu de vie, qu'effectivement, il y a des horaires qui sont souvent fixés par une organisation, par un problème économique. C'est quoi le système pour faire des déclarations d'événements indésirables chez vous? Ouais, voilà. Hop. En fait, alors là, je prends la casquette juridique, d'accord? D'un point de vue juridique, tout ce qui ne sera pas tracé en termes de dysfonctionnement ne sera pas réel. Yvon, claquette. C'était l'instant publicité. Tu serais à l'IFSO, tu serais sorti, hein? Vous voyez, il n'aime pas le juridique. Yvon, on parlait de juridique. Et en fait, c'est ça, tout ce qui n'est pas tracé. Et en fait, à chaque fois, à un moment donné, je vous ai dit tout à l'heure, le corps social aide-soignant est le plus fort de la terre, du monde, mais vous n'en avez pas conscience. À partir du moment où vous allez être solidaire, à partir du moment où vous allez... Alors évidemment, s'il y en a une qui dit « J'aime pas le 12 heures, j'aime pas la nuit. Je voudrais causer avec mes copines. » Toute seule, ça ne va pas suffire. Par contre, voilà, comme dit Monsieur Gauthier, vous étayez, vous expliquez le pourquoi vous perdez en compétences dans la prise en soin singulière du patient. Vous mettez tout ça. Et croyez-moi, il n'y a pas un cadre de santé qui va accepter de continuer, parce que le jour où il y a un problème, le juge, il va venir chercher l'aide-soignante qui aura accepté de travailler comme ça, il va venir chercher l'infirmière qui aura accepté de travailler comme ça, il va venir chercher la cadre de santé qui aura accepté de travailler comme ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est aussi dans une population de patients et de familles qui prennent exemple sur les États-Unis. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose, la commission des relations des usagers, elle est ultra sollicitée. Donc, il y a un moment donné, c'est pour des causes anodines, on va dire, ils ont tous leurs raisons. Et puis, il y a un moment donné, quand c'est un défaut d'organisation, on fait la une des journaux. Et moi, en tant que cadre de santé, j'ai pas envie de faire la une des journaux à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Je pense que vous pouvez aussi aller plus loin que ça, c'est-à-dire que pour être entendu, bien sûr, il faut objectiver vos revendications, mais il faut aussi être force de proposition. Et rien ne vous interdit. Aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant parce que vous êtes au contact d'autres professionnels qui connaissent d'autres organisations soignantes. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Juste avant que je quitte la PHP, ils étudiaient de façon très précise les horaires en 8 heures pour réintégrer finalement des temps de transmission plus longs. Je ne sais absolument pas ce que ça a donné, cette expérimentation, mais je sais que ça a été fait sur plusieurs spécialités. Donc vous voyez, il y a aussi les contre-exemples, et je pense que c'est important de s'autoriser, alors pardonnez-moi l'expression, mais à benchmarker
Il faut aller voir, il faut en discuter avec vos collègues pour être force de proposition dans une logique constructive, bien sûr. Oui, moi c'était pour revenir, parce que du coup, nous on est passé en 12 heures depuis mi-mars, et pareil, on nous avait dit de plus de transmission papier. Cependant, en fait, les infirmières du coup de nuit font quand même en fait une feuille papier. On est quand même obligé d'avoir un support papier, mais du coup leur temps de transmission en fait c'est que sur les problèmes de la nuit, problèmes majeurs, et si tout s'est bien passé, ça va beaucoup plus vite. Et du coup avant on avait des points infos, nous on est en chirurgie, on avait un point info le matin à 9h après la visite des médecins, et en fait on n'a plus ce point info, et en fait il y a des collègues qui préfèrent, parce qu'en fait avant ils prenaient tout les soucis des personnes, et en fait qui pouvaient affecter, et du coup elle se sent mieux depuis qu'il y a moins tous ces problèmes, ce négatif, et d'autres à côté de ça, on connaît moins la personne, où il faut plus aller chercher dans le dossier. Donc après, je pense que voilà, il y a du pour, il y a du contre. C'est-à-dire que dans un fonctionnement comme celui-ci, je m'autorise à intervenir, mais c'est qu'on se fixe que sur la sécurité des soins et absolument plus sur la qualité, et on se transmet plus finalement les joies de la journée. On se fixe que sur les problématiques. Mais on a été formé comme ça. Enfin, forcément, bien sûr, on doit se fixer sur les problématiques de prise en charge, mais voilà, dans la présentation, il était important aussi, pour faire naître un collectif, d'échanger finalement sur les joies individuelles et les joies collectives. C'est vrai que je te rejoins complètement, parce que en fait, on va plus. Je pense à quelqu'un qui a eu multiples traitements de chimiothérapie, il va mieux, et donc on n'en parle pas parce qu'il va mieux, en fait. Et en fait, on se réjouit pas du travail, de l'accompagnement qu'on a pu réaliser. Enfin, moi, je trouve ça important. Tu le disais, Virginie, de trouver des petites choses qui nous nourrissent, parce que autrement, c'est ça qui nous fait avancer. Et se retrouver uniquement en réunion d'équipe à parler que des problèmes. On en parlait ce matin. Pascal. Oui, Pascal. Que des problèmes. C'est vrai. Hein, et puis aussi voir un usager, un résident, un patient uniquement sous l'angle du problème. Au bout d'un moment, le problème, j'en veux pas, quoi. Je veux pas le voir, quoi. Donc c'est compliqué. Hein. C'est pas simple. Mais la petite fiche de transmission, ça fait des années qu'on nous dit qu'on n'aura plus droit. Ouais. Faut essayer de... Alors, ça rejoint un peu ce dont on parlait ce matin. En fait, moi, dans l'établissement où je travaillais, on est passé avec un outil informatique qui prend un temps énorme aux professionnels, parce que ça bug toutes les 4 minutes, parce que les systèmes informatiques ils sont piratés, donc on met des pare-feux et des pare-feux des antivirus. Et donc, en fait, pour gagner du temps et être aussi dans l'efficacité et l'efficience, les infirmières, elles ont continué à faire ce petit papier. Et donc, les cadres de santé leur ont fait la guerre pour ne pas avoir ces petits papiers. Elles ont fait front. À un moment donné, il y a la question de peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien. Je fais comme Michael, je pose des questions. Mais à un moment donné, il y a la posture professionnelle, il y a l'argumentation que vous allez avoir, il y a l'étayage scientifique, juridique que vous allez pouvoir amener. Et en fait, les infirmières, elles ont fait front. Elles ont dit à la cadre, écoute, ce sera comme ça, parce que de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de professionnels de santé. Vous tapez dans une poubelle, vous ne trouverez plus d'infirmières ou d'aides-soignantes. Par contre, vous allez trouver plein de postes. Et en fait, elles en jouent. C'est le jeu, hein. C'est le jeu. Et il n'y a pas d'erreur plus que ça, parce qu'il y a ce papier. Elles font extrêmement attention. C'est des informations essentielles. Hein. C'est vraiment les choses, les points où il faut qu'elles soient attentives et observantes. Mais en fait, elles ont trouvé ce moyen-là parce qu'il n'y avait plus non plus de transmission. Et grâce à ça, elles ont pu prouver qu'un temps de transmission de 10 minutes, mais vraiment de transmission, pas dis donc, je suis partie en vacances avec Martin, c'était super, machin, comme on pouvait voir. Hein, moi, j'en ai fait des transmissions comme ça, même en tant qu'infirmière ou aide-soignante. 10 minutes pour aller à l'essentiel. On pouvait revisiter et repasser tous les patients, y compris Madame Duron va bien ce matin, elle a pris son petit déjeuner, etc., etc. Et laisser ce temps de transmission. Donc, vous êtes acteur
D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez le pouvoir entre vos mains. C'est beau, ça. Mais en fait, en termes d'organisation, vous êtes aussi acteur. Alors oui, il y a des modes dégradés pour les vacances. On peut l'accepter, mais ça doit durer que pour les vacances. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, d'autres témoignages? Nous, à Saint-Hélier... Attends. Attendez, je parle fort, ça va aller. Mais je sais pas. Thomas, tu entends? Pour le Saint-Hélier, on a changé d'heure aussi. On est passé en 10 et 12 heures. Et on a gardé notre temps de transmission. On s'est battu pour ça. Parce qu'ils voulaient nous enlever notre temps de transmission d'après-midi. Et comme on commence à 10h20 le matin, on a juste des toutes petites transmissions. Et après, on part sur ce qu'on a fait. Et ils voulaient nous enlever notre temps de transmission en début d'après-midi. On a dit non, c'est pas possible. Ça va pas être possible. On s'est battu et on a gardé ce temps de transmission. Et la feuille aussi. Alors après, il y a des moyens de ne plus avoir la feuille. Mais voilà, il y a un temps de transition en tout cas. Sûrement. Et vous êtes là pour, en fait, avec votre expertise. On a vu, hein, ça fait aussi partie du raisonnement. Hein. Votre expertise, votre réflexivité, vous êtes capable effectivement d'aller argumenter le pourquoi les 12 heures dans ce service-là, ou en tout cas la période de transmission, elle est fondamentale pour la qualité de la prise en charge des patients. Et puis pour votre qualité à vous. Avec le turnover de patients et de personnel, on dit mais alors, on va à la catastrophe. C'est sûr. Les erreurs, allez, ça va être une catastrophe. Là, ils sont réfléchis quand même. Je voulais juste sur la question des 12 heures et pour renforcer ce que disait Arnaud tout à l'heure, en particulier en réa, et c'est des choses qui ont été documentées, on sait qu'on a des risques d'incidents au bout de 6 heures. C'est-à-dire que c'était documenté avant qu'on se mette en 12 heures. Donc surtout, je sais bien combien c'est compliqué de faire des fiches d'événements indésirables, etc. Mais surtout, compte tenu de ce que tu disais tout à l'heure, noter tout ce qui peut se passer. Et je voudrais quand même aussi souligner le fait que si on vous impose les 12 heures, eh bien ça veut dire qu'on met dans ces temps de 12 heures des vrais temps de pause pour que vous puissiez récupérer. Est-ce que ça existe? Et à ce moment-là, il faut absolument que vous puissiez l'exiger. Parce que c'est une question légale et c'est une question de risque psychosocial aussi. Mais tu peux renforcer sûrement là-dessus. Oui, complètement, parce qu'on en a beaucoup échangé au sein des équipes que j'ai à manager. Et il y a effectivement la problématique des 12 heures, mais il y a la problématique des horaires en 12 heures. Ça, c'est important. C'est pas la même chose. Il faudra aussi échanger sur les horaires. Et la problématique de calquer finalement la journée en 7h30 sur la journée en 12 heures. Il faut réorganiser. C'est peut-être le moment finalement en fait de réorganiser l'activité dans son ensemble, pas que aide-soignante, infirmière, médicale. Enfin, voilà, il faut que tout le monde se mette autour de la table en pluridisciplinarité, en interdisciplinarité. Vraiment, c'est pas que les 12 heures, quoi. Ça va être une révolution si les choses se mettent en place. Oui, parce qu'il y a des services de 12 heures où l'organisation convient tout à fait. Moi, quand j'étais en soins palliatifs, on travaillait en 12 heures, avec des horaires aussi en 7 heures de temps en temps, qui faisaient aussi une pause, mais l'activité le permettait. C'est-à-dire qu'on ne réveillait pas les patients à 7 heures du matin pour leur faire une toilette. On savait que la personne ne pouvait pas avoir sa douche le matin, elle l'avait le soir, elle l'avait l'après-midi. Voilà. Mais c'est vrai que, moi je trouve que pour le soignant, pour son corps, pour sa fatigue, c'est extrêmement fatigant. Il faut vraiment faire attention. Quand je travaillais aux urgences, quand j'étais infirmière, j'ai travaillé aux urgences pendant 3 ans à peu près. J'ai commencé par ça. Vous voyez bien que j'étais hyper compétente. Et en fait, j'ai fait la transition de passer de 8 heures aux urgences à l'horaire de 12 heures aux urgences. Et en fait, on s'est rendu compte, mais même nous, en fait, d'un point de vue réflexif, d'un point de vue prise en charge du patient, etc., au-delà de je vais vous dire, comme tu disais, la 9e heure, la 10e heure, on n'était plus étanche. Donc, la personne qui arrivait en arrêt cardiaque à la 11e heure, en fait, on a réussi à prouver qu'elle avait des pertes de chance dans sa prise en charge parce que, en fait, le soignant, le médecin, l'équipe n'était plus
aussi cognitive, aussi réflexive, aussi apte à mettre en place les soins adaptés. Et en fait, la simulation en santé, elle a aussi un peu cet objectif-là, c'est de nous inculquer des gestes, en tout cas quand on fait de la simulation en santé sur les soins d'urgence, de nous inculquer des gestes cognitifs réflexifs, on vient construire les chaînes, parce qu'en fait, il y a des endroits où il y a des horaires de 12 heures. Mais on s'est bien rendu compte qu'en fait, aux urgences, il y a certaines prises en charge. Dans les urgences vitales, il ne faut pas faire du 12 heures. C'est des 8 heures. Par contre, à côté, vous allez avoir, je sais pas moi, la bobologie, entre guillemets, qu'on dit aux urgences. Là, on peut mettre des horaires de 12 heures. Mais il y a vraiment des secteurs aux urgences qui ne peuvent pas faire du 12 heures parce qu'on met la vie des patients en danger. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi d'aller dire, voilà, dans notre secteur, voilà pourquoi on mettrait la vie du patient en danger. D'autres témoignages ? Messieurs, dames, d'autres remarques ? Eh bien, merci beaucoup, merci à vous. Je vous demande, voilà. Merci beaucoup pour vos témoignages, très intéressants. On arrive presque à la fin. Je dis presque à la fin. On n'a pas complètement fini pour l'instant. Je ne sais pas si Jean-Sébastien est revenu. Je vais aller voir. Et là, je vais vous demander de sortir votre téléphone portable, parce que pour le coup, vous allez y avoir droit. Donc, sortez votre téléphone portable. Et je vais vous demander, dans la continuité de ce qu'on a fait ce matin, j'espère que ça va marcher. Où est-ce qu'elle est ? Voilà. Donc vous allez venir, voilà. Ouais, c'est Woodclap encore. On est très Woodclap, nous, en fait. C'est hyper pratique. Donc, vous avez le scan ? Donc vous allez avoir, ça va s'ouvrir, et en fait, ça va venir vous demander, pour faire un nuage de mots, ça sera le nuage de mots de notre groupe de formation. Un mot sur cette formation d'aujourd'hui, en lien avec votre ressenti, vos émotions. Un mot. Vous venez au raisonnement clinique ? Ah, Marina, au secours. Bon, Marine. Alors, il faut que tu... Vous voyez, entre pairs, eh ben, on cède parce que moi, je suis une bille. Ça y est, c'est bon ? Alors, un mot. On va remettre le QR code Madame. Oh, Madame. Qui c'est qui m'a appelé Madame ? Nathalie, ça me va bien aussi. Mademoiselle, quoique Mademoiselle, ça fait longtemps. Est-ce que je peux passer à l'autre ? Non. Vous me dites. Vous me direz. Vous en êtes sage. Chut, attention, voilà le directeur. Chut, chut, soyez sage. C'est bon ? Ah là là, regardez comme ça bouge. Est-ce que Camille, tu veux bien faire une photo, s'il te plaît ? Donc ça, c'est vos ressentis, votre ressenti autour de cette journée de formation. Tout le monde a pu répondre ? C'est bon ? Alors j'avais demandé un mot. Qui est la petite maline qui m'a mis raisonnement clinique ? Il y a toujours quelqu'un qui ne respecte pas la consigne. C'est bon ? Ah, attendez, parce que je pense que... Ouais, il n'y a pas tout le monde. J'aime bien le remotivation.
réassurance. S'il y a bien un truc qu'il ne faut pas dont vous doutiez, c'est de votre importance.